je suis libéré. Monsieur Thierry Tan, lors de votre dernière conférence devant les leaders chrétiens venus des 4 coins du monde en février 2008 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, vous avez dévoilé votre nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire, vision que beaucoup de chefs religieux considèrent comme prophétique. Mais avant d'entrer dans le détail, nous aimerions savoir pourquoi les économies des pays asiatiques ou même sud-américains comme le Brésil décollent si fort alors que nos pays africains continuent de souffrir de la misère. Si les pays africains souffrent encore de la misère, c'est qu'ils continuent à n'exporter que des matières premières et que les prix de leurs matières premières sont fixés non pas par eux, mais par des acheteurs occidentaux. Alors imaginez un peu, pour comprendre notre situation, un boutiquier qui permet à ses clients de fixer librement les prix de ses produits. Eh bien, ce boutiquier fera faillite au bout de 3 jours, ça c'est certain. Alors notre pays vit la même situation que celle de notre boutiquier. Ce sont les acheteurs étrangers qui fixent les prix de nos produits, tels que café, cacao et bien d'autres. Et dans ces conditions, comment pouvons-nous sortir de cette misère? C'est impossible. Vous savez, il n'y a pas de miracle en économie. Si vous laissez les acheteurs occidentaux et étrangers fixer les prix de vos produits, vous ferez faillite, tout comme le boutiquier. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire est un PPTE, c'est-à-dire un pays pauvre et très endetté. Effectivement, selon le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire, notre pays a une dette extérieure de 6 197 milliards de CFA, ce qui représente environ 3 années et demie, 3 fois et demi si vous voulez, notre budget national. Et là, je n'inclus même pas notre dette intérieure. Nous sommes donc dans une situation très difficile, puisque nous sommes non seulement pauvres, mais très endettés. Ainsi, chaque Ivoirien, qui est déjà très pauvre, mais il doit en plus supporter une dette extérieure de 400 000 CFA, sans tenir compte, encore une fois, de la dette intérieure. Vous savez pourquoi un enfant ivoirien qui vient juste de naître, pourquoi il pleure si fort? C'est parce qu'on vient de lui déclarer à l'oreille qu'il doit déjà 400 000 CFA au bailleur de fonds. Voilà pourquoi il pleure si fort. Et on le comprend. Et si maintenant, nous voulons sortir de cette situation de pauvreté et de surendettement, nous n'avons pas d'autre choix que de créer des usines pour transformer sur place nos matières premières. Et dans ce cas, ce n'est plus les acheteurs, mais c'est nous qui fixerons les prix de nos produits transformés. Mieux, la valeur ajoutée de nos produits sera multipliée par 50, voire par 100. En outre, les richesses ainsi créées vont rester en Côte d'Ivoire au lieu de partir à l'étranger. Et ces richesses vont permettre de créer d'autres usines, ainsi que des millions d'emplois pour les Ivoiriens. J'ajoute que nous aurons ainsi les moyens pour financer par nous-mêmes les écoles, les hôpitaux, les ponts, les autoroutes, partout en Côte d'Ivoire. C'est cela, la nouvelle vision, que j'essaye de faire partager à mes frères ivoiriens depuis 20 ans. Cette image reflète bien notre situation. Et dans le premier film, vous avez démontré avec chiffres à l'appui que la Côte d'Ivoire pourrait devenir immensement riche si elle transformait ses ressources agricoles. Et cela, même sans tenir compte du binôme café-cacao, ni du binôme pétrole-gaz, ni même du binôme or-diamant. Ainsi, avec seulement 7 produits considérés comme secondaires, tels le manioc, le soja, les noix de coco, les ananas, les mangues, les fruits de passion, etc., la transformation rapporterait à la Côte d'Ivoire
plus de 162 000 milliards de francs CFA par an, soit presque 100 fois notre budget national ou 20 fois notre produit intérieur brut, PIB. À lui seul, notre Attiéké pourrait rapporter plus de 20 000 milliards de francs CFA, soit environ 10 fois les revenus actuels de notre binôme café-cacao. Après avoir visionné votre CD, le docteur Dion Yaye Robert n'a pas hésité à déclarer que vous êtes un prophète du développement, car votre solution est parfaitement adaptée aux problèmes rencontrés par les Africains. C'est pourquoi nous voudrions approfondir ces sujets en vous demandant de répondre à deux questions cruciales. Comment financer notre industrialisation? C'est là notre première préoccupation. Et quel est l'impact économique et social d'un exemple d'investissement précis sur la population ivoirienne en termes de création d'usines, d'emplois et de richesses? Et cela sur une période de 5 ans. Pour ce faire, nous voudrions prendre l'hypothèse d'un philanthrope qui voudrait donner sa fortune évaluée à 176 milliards de francs CFA aux Ivoiriens. Que doit-il faire pour assurer l'avenir des Ivoiriens? Eh bien, notre philanthrope a deux possibilités. La première possibilité, la plus facile, c'est le don. Il peut décider de donner 1000 francs par jour à chaque Ivoirien. 1000 francs, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais comme il y a 16 millions d'Ivoiriens, eh bien, chaque jour, ça va lui coûter 16 millions mieux par 1000 francs. Ça lui coûte 16 milliards par jour. Et sa fortune, 116 milliards, au bout de 11 jours seulement, eh bien, sa fortune, elle va disparaître. Or, la vie ne s'arrête pas au bout de 11 jours. C'est pourquoi j'aime bien rappeler le proverbe de Confucius qui disait « Donner un poisson à une personne lui permet de se nourrir une seule journée. L'apprendre à pêcher lui permet de vivre toute sa vie. » Et j'ajoute qu'il faudrait également lui donner les moyens de pêcher. Canne à pêche, filet. D'où la deuxième possibilité offerte à notre philanthrope, c'est l'investissement. Supposons maintenant que notre philanthrope décide d'investir ces 116 milliards en usines de transformation. Comme chaque usine coûte environ 10 milliards, les 116 milliards peuvent donc créer 18 usines. Et chaque usine permet d'employer 700 personnes. Eh bien, comme emploi direct, c'est-à-dire des gens qui travaillent directement dans l'usine, nous avons donc 700 personnes, multipliées par 18 usines. Ça nous fait 12 600 personnes. 12 600 emplois directs. Et comme chaque emploi direct permet aussi de créer 10 emplois indirects, c'est-à-dire des gens qui travaillent autour, tels que les transporteurs, même les gens qui tiennent les maquis autour, etc. Donc, les 12 600 emplois directs permettent donc de créer 126 000 emplois indirects, soit au total 138 600 emplois. Et comme chaque emploi permet de nourrir 10 personnes au moins, eh bien les 138 600 emplois permettent de nourrir 1 386 000 personnes. Il s'agit maintenant de savoir ce que les usines rapportent, dégagent comme rentabilité. Vous savez tous que la transformation industrielle de nos produits est très rentable. Et je prends comme exemple cette noix de coco. Elle coûte en Côte d'Ivoire à peu près 15 francs la noix. Mais si nous la transformons en boîte comme celle-ci, eh bien elle coûte à peu près 1000 francs la boîte. 15 francs pour la noix, 1000 francs pour la boîte.
Faites vous-même les calculs, vous verrez que c'est extrêmement rentable. Mais nous allons prendre l'hypothèse basse. C'est-à-dire que nous allons dire que chaque usine ne dégage que 20 milliards de capacité d'autofinancement. Comme on avait 18 usines à la fin de l'année, les 18 usines vont donc dégager, eh bien, 18 multiplié par 20, ça fait 360 milliards à la fin de la première année. Et nous réinvestissons tout cela en usines. Donc, 360 milliards permettent donc de créer 36 nouvelles usines à la deuxième année. On a donc 36 usines à la deuxième année. Eh bien, ces 36 usines vont donc créer 25 200 emplois directs et donc 252 000 emplois indirects, soit au total 277 200 emplois, permettant donc de nourrir 2 772 000 personnes. Faisons maintenant le bilan de notre investissement au bout de 2 années d'exploitation. Concernant le nombre d'usines, la première année, nous avons créé 18 usines. La deuxième année, nous avons créé 36 nouvelles usines, soit au total 54 usines créées au bout de 2 ans. En cumul de capacité d'autofinancement, nous avons 360 milliards la première année. Nous avons dégagé 1080 milliards la deuxième année, soit en cumul 1440 milliards, soit l'équivalent de notre budget national hors notre service de la dette. Et en emploi direct, c'est 37 800 emplois, et en emploi indirect, c'est 378 000 emplois, soit au total 415 000 emplois. C'est l'équivalent de la population de Boaké, c'est l'équivalent des emplois demandés, réclamés par nos jeunes. Bien, vous voyez vous-même qu'au bout de 2 années d'exploitation, le bilan est extrêmement favorable à l'investissement, puisque nous avons créé 54 nouvelles usines. Nous avons dégagé l'équivalent de notre budget national et nous avons créé 415 000 emplois. Nous pouvons nous arrêter là en disant nous avons rempli notre mission. Mais c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi il serait bon de voir ce que la 3e année va nous permettre de créer en nombre d'usines, de créer en nombre d'emplois et de dégager en capacité d'autofinancement. Conclusion finale. À la 5e année, au bout de 4 ans d'exploitation, eh bien, notre capacité d'autofinancement, comme nous venons de voir sur le tableau, s'élève à 9 720 milliards. Et ces 9 720 milliards de capacité d'autofinancement nous permettent de créer à la 5e année 972 nouvelles usines. Et ces 972 nouvelles usines génèrent 19 440 milliards de capacité d'autofinancement. À cela s'ajoutent les autres capacités d'autofinancement dégagées par les usines qui ont été créées durant les 4 premières années, c'est-à-dire 9 720, soit au total 29 160 milliards de capacité d'autofinancement. Et en emploi, eh bien, créés, c'est 7 484 400 emplois créés. Et si nous faisons le bilan de notre investissement, qui s'élevait au départ, je vous rappelle, à 116 milliards, eh bien, le bilan, au bout de 5 années d'exploitation, eh bien, il est inimaginable. En nombre d'usines, c'est 1458 usines créées au bout de 5 ans. En capacité d'autofinancement, eh bien, en cumul, c'est 43 600 milliards. Et en emplois créés, c'est 11 226 600 emplois. C'est dire le plein emploi pour tous les Ivoiriens et même certainement au-delà. Libéré, oui je suis libéré.
Mais M. Dan, au cas où un tel philanthrope ferait défaut, comment trouver les 176 milliards à investir au départ? Eh bien, au cas où notre philanthrope ferait défaut, nous avons beaucoup de solutions de rechange. Mais il y en a une qui me vient à l'esprit, parce que j'ai observé que durant les 6 derniers mois, nous avons remboursé à la Banque mondiale 29 milliards à la fin 2007 et 118 milliards récemment, soit au total 147 milliards à la Banque mondiale. Et à la BAD, nous avons remboursé 29 milliards. Et si nous faisons le total du remboursement de nos dettes, au titre donc du service de la dette, 147 milliards plus 29, cela fait 176 milliards, ça tombe pile. Donc les 176 milliards ont bien été remboursés au titre de notre service de la dette à la BAD et à la Banque mondiale, sans parler des autres bailleurs de fonds. Et si on nous accordait un délai de grâce donc de 6 mois, parce que nous avons bien négocié, et que les bailleurs nous disent, écoutez, on vous prête les 176 milliards pour que vous puissiez créer les usines comme vous venez de nous décrire. Eh bien, dans ce cas-là, les 176 milliards vont être réinvestis à la place, en usine, donc à la place de la fortune de notre philanthrope, et cela nous permettrait d'amorcer notre industrialisation par la création de 1458 usines en Côte d'Ivoire, de créer plus de 11 millions d'emplois et de dégager une capacité d'autofinancement de 29 milliards, 29 000 milliards, soit 20 fois notre budget national. Et cela nous permettrait donc de créer le plein emploi, d'industrialiser toutes nos régions. Toutes les régions du pays seront industrialisées. Et enfin, de rembourser totalement toutes nos dettes, non seulement vis-à-vis de la Banque mondiale et de la BAD, mais vis-à-vis des autres bailleurs de fonds. On n'aura plus aucune dette. Eh bien, dans ce cas-là, nous serons comme les pays que nous allons voir tout à l'heure dans le film, les pays émergents asiatiques, qui sont structurellement créditeurs. C'est-à-dire des pays qui n'empruntent pas, au contraire, c'est eux qui prêtent. Donc si nous faisons comme eux, si nous investissons comme eux, si nous développons nos industries comme eux, eh bien nous serons comme eux, c'est-à-dire des pays structurellement créditeurs. C'est-à-dire nous n'aurons plus aucune dette, au contraire, c'est nous qui prêtons aux autres. En fin de compte, M. Tan, quel est l'impact de tout cela sur notre économie? L'impact sur notre économie et sur notre population, ça énorme, comme vous pouvez deviner. Nous n'aurons plus de dettes à payer. Cela veut dire que notre pays aura plus d'argent pour financer notre industrialisation, pour financer différents investissements publics et privés. Nous allons atteindre le plein emploi, puisqu'il y a plus de 11 millions d'emplois créés au bout de 5 ans. Le plein emploi signifie que tous les Ivoiriens auront un emploi. Et cela signifie aussi que celui qui a un emploi n'a plus besoin de nourrir 10 ou 20 personnes, puisque tout le monde a un emploi. Ça veut dire que celui qui a un emploi va maintenant garder son salaire, ses revenus pour lui. Ça veut dire aussi qu'il va enfin pouvoir épargner. Et son épargne, ajoutée à celle des entreprises industrielles, que nous avons appelées autofinancement, permet donc de financer beaucoup d'autres projets d'investissement. Et plus on investit, plus on développe son pays. Et plus les fonds extérieurs viennent dans notre pays, afin d'investir, d'investir et d'investir. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux de l'épargne,
investissement et développement. Eh bien, ce cercle vertueux n'est point un rêve, c'est une réalité. Et pour preuve, le film qui suit nous permet de montrer quelques exemples de pays qui ont appliqué ce cercle vertueux et qui l'ont réussi. Et pourtant, ces pays, comme vous allez le voir, ont démarré dans des conditions beaucoup plus difficiles que nous. Je vous laisse regarder le film. Paradoxalement, c'est une nouvelle guerre en Asie qui inverse la tendance et amorce la renaissance du Japon. Des méthodes de culture archaïques. Avec la guerre, les conditions ont empiré. L'état sanitaire déplorable de la population hypothèque les possibilités de travail, donc de redressement économique. Le Japon est à court d'argent. Pas question de compter sur les investissements étrangers pour un pays fauteur de guerre. L'épargne des Japonais s'est volatilisée avec l'effort militaire. Les prix continuent de flamber. En 4 ans, ils ont été multipliés par 12. L'emploi est rare, la machine productive désorganisée et le climat social détestable. Le tout-puissant ministre de l'Industrie applique la même stratégie aux autres secteurs. Cette fois, il s'agit des biens de consommation. Les appareils photos surclassent les Allemands. Les motos sont moins chères et plus sûres que les anglaises. Les industries de pointe sont soutenues par un financement privilégié. Peu d'impôts, des prêts à bon marché. Le système d'éducation fournit à l'industrie une main-d'œuvre adaptée. Dès l'école, on apprend à travailler ensemble aux ordres pour la réussite de l'entreprise. Le succès économique est tel que pour soutenir la croissance, les entreprises doivent recruter dans les campagnes les plus lointaines. Des millions de Japonais quittent leur village ou leur montagne pour venir travailler en ville. Chongqing. Ce nom ne vous est sans doute pas très familier. Essayez quand même de le retenir. Car Chongqing est la plus grande municipalité du monde, 32 millions d'habitants, en plein cœur de la Chine. Bienvenue à Chongqing. La plus grande municipalité du monde est aujourd'hui un immense chantier. Monsieur l'architecte, qui croyait avoir tout vu, n'en est toujours pas revenu. Il casse la montagne, quoi. Hein? C'est incroyable, hein? C'est fou, hein? Ouais. On est toujours surpris en Chine. Parce que même on se dit, ils vont tout casser, on le sait, mais quand même, on ne peut pas penser qu'ils changent complètement le paysage. Je vous avais dit qu'ils changeaient le paysage, mais c'est encore plus que je ne pensais. Voici le musée de l'urbanisme. Voilà, ça c'est notre projet. Marrant, hein? C'est un lieu stratégique, une véritable vitrine de la ville. Le passage obligé pour les visiteurs étrangers. Le hall du musée suffit à peine pour contenir la maquette de la ville, une des plus grandes maquettes du monde, 1000 mètres carrés. La maquette, elle est... C'est vrai que c'est comme Shanghai, c'est le même principe. Elle est un peu mieux faite
Et non, mais c'est super, c'est génial de voir une ville comme ça. C'est génial. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est grand, parce que ici, la péninsule, c'est la taille de Manhattan à peu près. Cette péninsule-là, avec les points blancs, c'est impeccable ça. Les points blancs, c'est la taille de Manhattan. C'est à peu près la longueur de Manhattan et la largeur de Manhattan. Donc là, il y a plein de bâtiments, j'en suis sûr, qui sont des bâtiments futurs. C'est sûr. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a l'Opéra, il y a la Cité des Sciences, ces tours-là qui ont l'air assez belles, ils n'existent pas. Enfin, il y a plein de choses qui n'existent pas. Hein. Alors, alors, je vous présente la pointe. Là, la pointe, là, on est à l'embouchure des deux rivières. La principale étant le Yangtze-Kiang, qui descend jusqu'à Shanghai. Ah oui, c'est fou. Hein. Et je pense qu'il y a 15 ans, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Il n'y avait aucune tour. On traverse là-bas, pas de nuit. Retour sur une aventure urbaine sans précédent. 1997, pour maintenir un taux de croissance phénoménal, 10% par an, le gouvernement se lance à la conquête de l'Ouest. Objectif, urbaniser le centre de la Chine, encore sous-développé. Chongqing, la ville de l'eau et de la montagne, est désignée pour devenir la capitale de l'intérieur. La ville a un atout considérable, le barrage des Trois Gorges, le plus grand barrage du monde qui doit bientôt relier Chongqing à Shanghai, puis au reste du monde. En 10 ans, Chongqing va connaître un essor que les grandes villes industrialisées ont mis un siècle à accomplir. 8 ponts, 8 lignes de chemin de fer, 900 km d'autoroutes, des échangeurs futuristes et le célèbre train de la lumière. Demain, on pourra traverser la ville en 30 minutes et la métropole aussi grande que l'Autriche en 8 heures. L'aéroport international, quant à lui, doit multiplier son trafic par 5 d'ici à 2010. À des années-lumière de là, à Détroit, dans le Michigan, l'industrie automobile présente des machines de rêve dernier cri au plus grand salon de l'automobile. Cependant, le véhicule le plus étonnant ne se trouve pas dans la salle d'exposition principale, mais dans une allée adjacente. Il s'agit d'une modeste voiture chinoise appelée Geely. Et elle ne coûte que 4 600 €. Elle a fait sensation. Geely est l'invention de Li Shufu. Le message qu'il adresse au monde est clair, Geely arrive. Ce dôme blanc rappelant Washington aux États-Unis est l'université Geely à la périphérie de Pékin. Elle a été fondée par le magnat de l'industrie automobile, Li Shufu. C'est la rentrée et Li est présent pour accueillir les nouveaux. Ces derniers viennent de terminer leur stage de préparation militaire de 3 mois et ont hâte de rejoindre les 20 000 étudiants pour suivre des cours de commerce, de sciences et de lettres. Ce sont les personnes dont Li Shufu a besoin pour son empire automobile. General Motors possède sa propre université aux États-Unis, tout comme Toyota au Japon. Li Shufu pense que l'université Geely est indispensable à l'avenir de son entreprise et à l'avenir de la Chine. Nous avançons au rythme des grandes réformes de la Chine. Nous nous ouvrons au monde extérieur et à la modernisation. Nous faisons notre maximum. Le plus long pont en arc du monde. Et un pont suspendu spectaculaire. Tous deux doivent franchir des distances à couper le souffle. Résister à des typhons et à des séismes. Ils s'inscrivent dans le plus grand boom des travaux publics de la nation au développement le plus rapide du monde, la Chine. La Chine vient de battre son premier record dans le domaine des ponts avec l'arc le plus long jamais construit. Pourtant, cette victoire va bientôt être reléguée au second plan par l'irrépressible besoin en pont de la Chine.
Les Chinois veulent relier toutes les parties de leur pays pour qu'ils ne forment qu'une seule économie moderne. Vous venez de voir quelques extraits concernant Chongqing, Hong Kong et Dubaï. Et si on avait le temps, on aurait pu y ajouter le Brésil, l'Inde, Taïwan, la Malaisie, Singapour et même le Vietnam. Tous ces pays sont des pays émergents qui ont réussi très rapidement leur décollage économique et qui contribuent pour 60% à la croissance économique mondiale. Il s'agit maintenant de savoir quelles sont les 5 leçons que nous pouvons en tirer. La première leçon, c'est quelles que soient les conditions très difficiles au départ et quels que soient les obstacles, nous pouvons réussir dès lors qu'on en a la volonté. Deuxièmement, la réussite est très rapide, en 4 ou 5 ans seulement, ce qui confirme la démonstration que nous avons faite au début du film. Troisièmement, ces pays ont compris qu'il faut investir dans l'industrie, y compris le tourisme, car le tourisme est également une industrie. Quatrièmement, ces pays ont compris qu'il faut d'abord faire le premier effort, d'abord soi-même, avant que les autres ne viennent investir chez nous. Et cinquièmement, si ces pays ont réussi, c'est parce qu'ils ont adopté ce que j'appelle la nouvelle vision, qui leur permet de voir comment le monde évolue et comment s'adapter à ce nouveau monde pour en faire un marché et pour en faire un allié pour leur décollage économique. Et j'ajoute que cette nouvelle vision a comme fondement la culture du travail, la culture du résultat et la culture du savoir. Bref, la culture de l'entreprise en général. Et c'est à partir de ces principes, travail, savoir et résultat, que le constructeur automobile chinois, Geely, a créé une énorme université, la Geely University, qui forme 20 000 étudiants par année, comme vous avez pu le voir dans le film. Et durant leurs études, ces étudiants ne décaissent rien, ils ne déboursent rien, ils ne paient rien. Et après leurs études, eh bien, ces étudiants ont automatiquement un emploi. Et cela parce qu'on leur a dispensé le savoir et parce qu'on leur a inculqué le goût du travail. C'est le meilleur exemple pratique de la formation emploi. Mieux, cette formation emploi ne coûte rien à l'État, ni même aux étudiants, que vous savez. C'est l'industrie qui finance tout. En conclusion, eh bien, l'industrialisation est bien la seule voie qui nous permet de développer notre pays, qui nous permet de créer des emplois et qui nous permet d'éradiquer la pauvreté. Mais n'est-ce pas là les objectifs du millénaire pour le développement OMD que nous devons atteindre en 2015, c'est-à-dire dans 7 ans, moins de 7 ans.